C'est un rapport qui mérite, mais vraiment des explications. C'est le Financial Times qui nous apprend dans une enquête que sur la base de documents militaires qu'il a pu consulter, le seuil d'utilisation d'armes nucléaires tactiques que fixe Poutine est bien inférieur à celui qu'il a toujours publiquement admis. Ça mérite des explications et on va en avoir avec vous dans un instant Héloïse Fayet, chercheuse et responsable du programme de dissuasion et prolifération au Centre des études de sécurité de l'IFRI, Général Trinquant et Jean de Glignasti. Merci d'être toujours avec nous. Mais d'abord, c'est très important de vous entendre aujourd'hui. Raphaël Mariano Grossi, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. On va dans un instant évidemment s'interroger sur la sécurité de Zaporijjia, où vous êtes allé il y a encore quelques jours. Avez-vous eu des contacts récents avec Moscou? Vous allez nous le demander. Mais d'abord, le discours de Poutine hier, qui a brandi la menace nucléaire. Ceci représente, disait-il, globalement, évoquant le contexte général, une menace réelle d'un conflit avec l'utilisation des armes nucléaires. Raphaël Mariano Grossi, ma question est simple. Est-ce qu'il faut le prendre au sérieux? Dire ce qu'il a dit hier, est-ce dangereux pour la sécurité de la planète? Évidemment, bonjour. D'abord, bonjour. Toujours un plaisir d'être avec vous et votre équipe. Moi, je dirais que, évidemment, l'utilisation de l'arme nucléaire et évoquer l'utilisation de l'arme nucléaire, c'est très inquiétant. Il faut quand même se rappeler du fait que les pays possesseurs qui ont, les pays dotés, comme on dit, d'armes nucléaires, ont des doctrines, des principes selon lesquels qui guident l'utilisation éventuelle de l'arme nucléaire, y compris la France. Donc les 5 pays, les membres permanents du Conseil de sécurité, qui, selon le traité de non-prolifération nucléaire de 1970, sont de possesseurs légitimes, disons. Donc ces pays ont une doctrine qui indique les cas de figure ou dans les cadres duquels on pourrait envisager, ils pourraient envisager l'utilisation de l'arme nucléaire, et y compris une situation des dangers existentiels pour un pays. Donc je pense, et je ne vais pas spéculer sur les motivations des uns ou des autres, je crois qu'une confrontation militaire Est-Ouest, comme celle qui a été évoquée dans les derniers jours, pourrait constituer cette situation. Mais on est loin de ça, donc je ne crois pas à l'utilisation imminente des armes nucléaires. Mais quelle serait cette situation de confrontation Est-Ouest qui pourrait conduire à de telles extrémités pour vous? Bon, ça serait une confrontation entre les pays membres de l'Alliance Atlantique de l'OTAN et, dans ces cas de figure, la Fédération de Russie. Mais vous savez, je n'aime pas spéculer parce que ce sont vraiment, on peut imaginer des scénarios différents. C'est pas la situation actuelle, évidemment. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ce n'est pas directement notre sujet, Raphaël Mariano Grossi, mais compte tenu de votre fonction, c'est intéressant. Le ministre de la Défense américain, on en parlait, a dit hier que si l'Ukraine perdait, l'OTAN entrerait en guerre contre la Russie. Et donc, avec l'arme nucléaire de la Russie qui pourrait de cette façon répliquer? Je n'aime pas en général, vu mes fonctions, commenter sur les commentaires des autres. Je peux dire que selon le traité de l'OTAN, l'entrée en guerre est seulement envisagée dans les conditions de l'article 5 du traité qui inclut l'attaque ou l'implication d'un des membres de l'Alliance. Et à ce jour, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Alliance Atlantique. Avez-vous eu des contacts récents avec Vladimir Poutine ou le Kremlin, Raphaël Mariano Grossi? Très bientôt, la semaine prochaine, en fait. Vous serez à Moscou la semaine prochaine? En Russie. En Russie, vous rencontrerez Poutine? C'est probable, je laisserai, les protocoles exigent que je laisse cette information au pays hôte. Mais je peux vous dire qu'on considère cette possibilité, oui. Quelle question allez-vous lui poser
monsieur le directeur général? On a surtout la question liée à la sécurité de la centrale de Zaporizhia, que j'ai visitée. Vous évoquiez tout à l'heure dans votre introduction ma quatrième, en fait, visite. J'étais 9 fois depuis le début de la guerre en Ukraine, en général, et 4 fois, j'ai traversé la ligne de front pour me rendre à Zaporizhia. Donc j'étais il y a quelques jours, et donc évidemment il y a toujours des questions techniques. J'étais aussi avec le président Volodymyr Zelensky à Kiev avant de me rendre à Zaporizhia, et donc maintenant c'est logique que j'ai parle avec mes interlocuteurs russes et probablement le chef de l'État lui-même. Donc il y a toutes les questions liées à la situation dans la centrale, mais je crois qu'il ne serait pas exclu de discuter d'autres choses, notamment le dossier de l'Iran, dans lequel la Russie est ancien partenaire des pays dans le cadre de l'accord, vous vous rappellerez de cet accord, le JCPOA, cet accord qui existait entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne, sous la coordination de l'Union européenne, qui a été abandonné en 2018. Et à partir de ces moments, on a connu une dégradation constante de la situation par rapport au programme nucléaire iranien. Donc, je compte évoquer aussi avec le chef de l'État russe l'évolution de cette question et quelle voie des détentes et des solutions on pourrait évoquer ensemble. Donc, il y a un vaste menu à discuter, oui. On se souvient d'une de vos premières visites sur le site de Zaporizhia, Monsieur Grossi, et vous étiez avec vos inspecteurs au bord d'un cratère qui avait été provoqué par un bombardement dans l'enceinte. Et à l'époque, vous vous étiez inquiété. Est-ce que vous êtes rassuré? Non, je ne suis pas rassuré. Pas plus tard que, je pense avant-hier, mes équipes à Zaporizhia m'ont fait rapport encore des attaques, pas dans la centrale, je précise, mais très près de la centrale. Donc, il y a une activité militaire intense. C'est une zone de combat, il faut se rappeler. Et donc, je ne peux pas dire je suis rassuré. Nous avons nos équipes là-bas, septembre 2022, en permanence. Et donc, on fait rapport de ce qui se passe. Et donc, moi, je dirais c'est une situation qu'on vit au jour le jour. Chaque jour qui passe sans un accident avec des conséquences radiologiques, c'est une bonne chose, mais on ne pourra pas malheureusement dire qu'on aura un degré raisonnable d'assurance jusqu'à ce que les conflits passent à une autre étape. C'est ce le fait ou à un arrangement politique, mais on est malheureusement loin de ça en ce moment en tout cas. En un mot, est-ce que vous avez le sentiment, Monsieur Grossi, d'être entendu par les partis, comme on dit? Parce que oui. ça fait longtemps que vous appelez à une retenue militaire. Oui, je suis entendu. En fait, vous savez, moi, je dois être extrêmement prudent. La Corée, non? Mais il y a une réalité, et la réalité, c'est que on a pu jusqu'aujourd'hui, c'est pour ça que je pèse mes mots, on a réussi à éviter des accidents, on a réussi à éviter des opérations militaires. Vous vous rappellerez peut-être que j'étais au Conseil de sécurité des Nations Unies où j'ai présenté une série de principes de base pour protéger l'intégrité physique de la centrale. Et jusqu'aujourd'hui, on a pu faire observer ces principes de base que je pourrais résumer d'une manière très facile en disant ne tirez pas sur la centrale ou, important, ne militarisez pas la centrale, c'est-à-dire l'obligation
pour la puissance occupante de ne pas déployer de l'armement lourd, des lanceurs multiroquettes, etc. Et donc, mes inspecteurs sont là pour vérifier que ça se passe comme ça. Et je pense que c'est minimum, on a réussi à l'établir. Mais comme je vous dis, je le répète, c'est une situation très, très, très précaire. Et alors, rapidement, le général a une question à vous poser, monsieur Coty. Oui, monsieur le directeur général, merci beaucoup pour ces explications. On comprend bien que vous avez obtenu le minimum. Or, la centrale de Zaporijjia, on le sait, c'est la première fois qu'une centrale est au cœur de combat, en fait. Et donc, votre proposition allait plus loin, c'est-à-dire c'est la neutralisation de la centrale. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif qui fasse qu'aucune action militaire. Quand vous parlez de militarisation avec de l'armement lourd, néanmoins, il y a des forces russes à l'intérieur de la centrale. Donc, où est-ce qu'en est cette discussion sur une réelle neutralisation, une sortie des forces russes de la centrale et le fait qu'il y a une espèce d'enceinte sacralisée de la centrale pour que les combats ne puissent pas la toucher? C'est exact, général. Moi, je dirais, il faut faire la part de choses ici. Et vous, un expert, un professionnel de la matière, vous comprendrez bien. Une chose, c'est des actions militaires et des forces militaires sur place et des activités militaires et de l'armement d'une certaine qualité ou puissance. Une autre chose, c'est la présence sur place des forces de sécurité. Dans ces cas-là, c'est la Rovsgardia, c'est-à-dire une espèce de gendarmerie, une force de sécurité, une police militarisée qui est là. Et évidemment, c'est pas idéal, mais on a réussi à éviter que la centrale devienne une base militaire, je dirais, dans tous les sens et la signification de cela. Donc, pour éviter évidemment que la centrale devienne en cible légitime pour les forces ukrainiennes qui ont toujours, il ne faut jamais l'oublier, l'Ukraine a envie de récupérer ce qui appartient. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a pu maintenir les minimums. Ce n'est pas l'idéal, évidemment, mais il ne faut pas oublier que c'est une guerre. Et il ne faut pas oublier une autre chose. Nous, l'Agence internationale à l'énergie atomique a réussi à établir dans une guerre active et dans un territoire occupé, il ne faut pas l'oublier, une présence, je dirais, neutrale, internationale, qui veille à l'accomplissement d'un objectif commun. Donc, je crois que ce n'est pas peu de choses. Et évidemment, l'idéal, ça serait beaucoup plus. C'est extraordinaire, ça c'est vrai. Pardon. Exactement. Dernière question de Jean de Glignasti pour vous. Merci. Oui. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour. Quelles sont les perspectives de réactivation de l'accord nucléaire avec Téhéran, alors que maintenant la position de la Russie a complètement changé et qu'il y a quasiment une alliance entre Téhéran et la Russie? À l'époque, la Russie avait plutôt aidé à la conclusion de l'accord. Est-ce que maintenant, ça va être le cas? Excellente question. Et c'est ça qui complique tout. Parce qu'avant, on avait, même en dépit ou malgré les différences évidentes qui existaient entre le partenaire de JCPOA, il y avait ces dénominateurs communs. On était au moins d'accord pour dire que c'était bien, c'était désirable d'avoir cet accord. On a vu malheureusement cette espèce de consensus minimal s'est désintégré. Et là, donc, on a les États-Unis, la France, l'Allemagne, les Royaumes-Unis d'un côté, la Russie, la Chine de l'autre côté. Et c'est pour ça que je dois essayer de combler cet espace. Et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, parmi les choses que je dois discuter avec mes interlocuteurs à Moscou, figure aussi la situation en Iran. Parce que c'est clair que moi je dirais l'idée centrale, c'est que dans l'absence d'une cohérence de la part de la communauté internationale vis-à-vis l'Iran,
pour moi, en tant qu'agence atomique, c'est difficile d'arriver à imposer un accord. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on se dise, est-ce que c'est désirable, mais pour la Russie, pour la Chine, pour les autres, encore un pays, dans les circonstances actuelles de sécurité au Moyen-Orient, qui se dote des armes nucléaires. Merci infiniment, Raphaël Mariano Grossi, d'avoir été disponible ce matin pour le temps de l'info. Donc on note, rendez-vous la semaine prochaine avec Vladimir Poutine pour évoquer tous ces enjeux considérables. Peut-être qu'après, vous pourrez nous dire dans quel état d'esprit il se trouve, compte tenu de toutes les questions qu'on se pose. Merci à vous.